David et moi avons le plaisir d'animer cette session intitulée « Les universités ». Alors j'ai mis actrice de la construction de l'espace européen, parce que c'est marqué acteur. Il m'a semblé que même sans aller dans la rédaction non discriminante, actrice, ça allait pas mal. Donc on se recentre vraiment maintenant sur l'Europe et sur la manière dont les universités contribuent justement à la construction, à l'édification d'un espace européen de recherche et d'enseignement supérieur. Alors on pense aujourd'hui immédiatement, on les a déjà évoqués à plusieurs reprises, aux alliances nouées dans le cadre des universités européennes. Nos deux intervenants y reviendront évidemment. Mais il nous a semblé donc indispensable aussi de replacer cette question, ce sujet des universités européennes, dans un cadre plus global, plus général. Dans quelle dynamique s'inscrit la stratégie de développement de ces universités européennes? Et donc pour évoquer ce sujet, nous avons avec nous Vanessa Debier-Sainton, qui est chef de l'unité en charge des politiques et des programmes de l'enseignement supérieur au sein de la Direction générale de l'éducation, de la jeunesse, du sport et de la culture de la Commission européenne. Donc cette unité pilote de nombreux programmes. Il s'agit bien sûr des universités européennes, mais aussi de la reconnaissance mutuelle des diplômes et des périodes d'études à l'étranger, d'Erasmus+, que nous avons également évoqué tout à l'heure, de la carte d'étudiants européenne et de tout un ensemble de politiques de modernisation de l'enseignement supérieur. Donc comment est pensé le soutien aux universités pour les accompagner dans les projets de construction de l'espace européen? Quelle est la place particulière éventuellement des universités européennes dans ces programmes? Et puis nous avons avec nous également José Antonio Muñoz Cueto, professeur de zoologie et spécialiste en endocrinologie et chronobiologie des poissons à l'université de Cadiz en Espagne, mais donc une université qui a une spécialisation marine et maritime. Et José Antonio a été nommé recteur en 2018 pour mettre en place une université européenne des mers dont il est actuellement donc le coordinateur. Et je laisse tout de suite la parole à Vanessa. Je ne sais pas si vous voulez aller comme vous préférez. Alors bonjour à tous. Donc imaginez une Union européenne où chacun, jeune ou moins jeune, peut circuler librement au sein des États membres pour recevoir la meilleure formation, le meilleur enseignement possible ou faire de la recherche dans des établissements hautement compétitifs et attractifs et obtenir une reconnaissance de cet enseignement ou de formation qui est reconnue automatiquement à travers tous les États membres, où chacun puisse être un acteur du co-développement du savoir, de la connaissance et des solutions aux enjeux sociétaux d'aujourd'hui. Eh bien, cette Union européenne, c'est notre vision pour l'espace européen de l'éducation, que la Commission européenne a présentée aux chefs d'État et de gouvernement quand ils se sont réunis à Göteborg en Suède en 2017 et qui a abouti aux conclusions du Conseil européen de décembre où ils ont donné mandat aux États membres et à la Commission européenne pour mettre en œuvre cet espace européen de l'éducation d'ici 2025. Alors ce n'est pas seulement pour l'enseignement supérieur, ça concerne aussi la formation des écoles, la formation des adultes et la formation professionnelle ainsi que la jeunesse. Mais ça va permettre à tous les établissements d'enseignement supérieur en Europe d'aller plus loin avec le processus de Bologne, plus rapidement, et tout en inspirant aussi les pays partenaires du processus de Bologne. Donc, ce mandat que nous avons reçu a 3 objectifs principaux. Le premier, c'est booster la mobilité. On l'a entendu ce matin, les bénéfices de la mobilité pour aider les jeunes à sortir de leur zone de confort et à avoir cette agilité, cette adaptabilité que tous les recruteurs cherchent, mais aussi pour créer leur propre business. Donc, comme Laure l'a présenté plus tôt aujourd'hui, la Commission a proposé pour cela, pour soutenir les établissements d'enseignement supérieur, un doublement du budget du programme Erasmus. Le Parlement européen est très supportif de cette proposition. Il propose de tripler le budget. Les négociations avec le Conseil sont en cours, mais dans tous les cas, il y aura une augmentation du budget, ce qui va permettre aussi, l'objectif est de le rendre accessible à tous.
Pour cela, nous allons développer des opportunités additionnelles par rapport à ce qui existe aujourd'hui, avec des mobilités en plus du format qui existe aujourd'hui, de nouveaux formats, avec des mobilités physiques plus courtes, couplées à des mobilités virtuelles, où il ne s'agit pas d'avoir un étudiant seul derrière son ordinateur ou son GSM, mais c'est de la mobilité virtuelle couplée, où c'est la mise en réseau des universités qui travaillent ensemble sur des projets communs et transdisciplinaires, et où cette mobilité physique plus courte va leur permettre de se rencontrer tous ensemble pour travailler sur un projet commun. Et puis ensuite, donc le deuxième objectif pour booster cette mobilité, c'est d'enlever toutes les barrières qui existent encore aujourd'hui à cette mobilité. Donc la première, c'est assurer que toute formation à l'étranger soit automatiquement reconnue dans tous les États membres. Alors, qu'est-ce qu'on entend par automatiquement? Ça veut dire qu'un étudiant qui est éligible pour une licence, un master ou un doctorat dans son pays l'est tout autant dans tout État membre de l'Union européenne. Après, chaque établissement est autonome dans la sélection. Ce n'est pas remis en cause. Mais il doit être éligible sans devoir passer par des procédures additionnelles. Donc nous avons soumis une recommandation au Conseil pour cela, qui a été adoptée à l'unanimité par l'ensemble des États membres et qui maintenant doit être mise en œuvre dans tous les pays d'ici 2025. Et pour cela, on encourage tous les pays, tous les ministères de l'éducation à développer une stratégie nationale pour tenir compte du contexte national avec NQA, avec l'ENARIC et avec vous, les établissements. Ensuite, si on veut booster la mobilité, il faut simplifier l'organisation de ces mobilités. J'imagine que vous avez tous entendu vos responsables des relations internationales se plaindre sur la complexité que cela peut générer, et cette complexité peut grandir si l'on multiplie encore la mobilité. D'où la proposition de cette initiative dont nous avons encore reçu le mandat du Conseil européen pour aller de l'avant. Il s'agit de la carte de l'étudiant européenne. Alors, il s'agit d'une initiative, ce n'est pas à proprement dit une carte. Nous n'allons pas développer une nouvelle carte d'étudiants qui remplacerait les cartes que vous dispensez à vos étudiants. L'objectif, c'est d'une interopérabilité entre les cartes de votre université et celles de vos établissements partenaires où vos étudiants peuvent aller. L'objectif, c'est d'abord de pouvoir se mettre d'accord sur un contrat d'études ou un contrat d'apprentissage beaucoup plus rapide pour échanger électroniquement toutes les informations. Donc, l'objectif, c'est de connecter les systèmes d'information de vos universités aux autres. Alors, vous avez peut-être entendu parler du projet européen Erasmus Without Paper. Donc, c'est un des objectifs. Ensuite, l'objectif, c'est que vos étudiants, quand ils arrivent sur un campus à l'étranger, ils aient, dès qu'ils arrivent, accès à tous les services que les étudiants locaux ont accès, que ce soit en termes de logement, en termes de transport, de cantine, de bibliothèque, etc. Alors ça, c'est un enjeu incroyable. Ça demande un identifiant unique de l'étudiant pour pouvoir assurer que tous les systèmes d'information communiquent entre eux. Et ça, on collabore avec la Direction générale Connect pour supporter des projets européens en ce sens. Mais ensuite, ça demande aussi que vos établissements coopèrent avec tous les secteurs de la vie étudiante, le CNUS, mais également tous les autres organismes qui vont disposer des services à vos étudiants. Et ça, c'est un enjeu majeur. On sait que le logement, notamment dans les grandes agglomérations, peut être un enjeu pour les étudiants locaux, nationaux, mais aussi pour les étudiants internationaux. Donc là, il y a vraiment beaucoup à faire. Le rôle des villes, des régions est très important dans ce cadre-là aussi. Hier, j'étais au Parlement européen avec Alain Beretz et tous les acteurs de la vie étudiante pour les mobiliser dans ce cadre-là. Et ensuite, effectivement, grâce à ces échanges d'informations, cette numérisation, si vous voulez, du programme Erasmus, ça va aussi faciliter la reconnaissance automatique des crédits, puisque les échanges d'informations vont être numérisés et seront plus rapides. Donc, le but, c'est que tous les crédits donc, qui ont été la formation, si vous voulez, sur lequel l'étudiant s'est mis d'accord avec l'université d'envoi et l'université qui réceptionne avant la mobilité, eh bien,
dès lors que ceci a été agréé entre les différentes parties, ensuite, à la fin de la mobilité, que ceci soit plus automatique et ensuite que cela soit retranscrit dans le supplément au diplôme. Et puis ensuite, pourquoi on est là aujourd'hui. Donc le troisième point, c'est plus de coopération, une coopération davantage poussée par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Alors bien sûr qu'il y a beaucoup de coopération internationale qui existe, mais ici l'objectif c'est d'aller encore plus loin, à un niveau d'ambition qui n'existe pas encore. Alors l'objectif, qu'est-ce qu'il est? C'est rendre les établissements d'enseignement supérieur européens plus compétitifs et plus attractifs. Et il y a de l'excellence partout, pas seulement en Europe de l'Ouest, mais aussi dans l'Europe du Nord, du Sud et de l'Est. Et l'objectif, c'est de justement rassembler ces excellences autour de points communs et de créer une identité européenne commune, de façon à ce que chaque étudiant comprenne ce que c'est que d'être européen, quelle est la valeur ajoutée d'être européen pour résoudre les problèmes sociétaux majeurs. Donc je voudrais insister vraiment sur le point que cette initiative, les universités européennes, ce n'est pas un projet. Ce n'est pas un projet européen comme ceux que vous connaissez qui, après 3 ans, se terminent et qui, peut-être au mieux, 5 à 10% de vos étudiants et de votre personnel en a bénéficié. C'est une vision, c'est une stratégie à long terme qui va transformer vos universités vers l'université du futur, qui va préparer vos étudiants aux métiers de demain. On sait que les métiers de demain, dans 10, 20 ans, ne seront pas les métiers d'aujourd'hui. Donc, comment préparer vos étudiants à cela? Le but, c'est d'accélérer cette transformation. Alors, certains d'entre vous, au premier appel qui a été proposé, ont proposé diverses stratégies, comme par exemple devenir les champions européens dans l'intelligence artificielle, dans le changement climatique. Les sciences humaines sont impliquées aussi dans les sciences de la mer, et on le verra par la suite. Mais dans toutes ces stratégies, ce qui est important, c'est d'avoir une parité d'estime entre l'enseignement, la recherche et l'innovation. Pour répondre à ces enjeux sociétaux d'aujourd'hui, la recherche est clé, c'est évident, et on a besoin de plus de chercheurs. Mais pas seulement, ce n'est pas seulement la recherche qui va répondre à ces enjeux. Tous vos étudiants ne vont pas devenir chercheurs, mais tous, dans leur futur métier, vont contribuer à ces enjeux. Donc c'est pour ça, cette perméabilité aussi entre l'enseignement, la recherche et l'innovation est importante dans ces alliances, de façon à ce que dès le niveau licence, les étudiants peuvent travailler avec des équipes de recherche pour développer leur esprit critique, mais aussi que vos chercheurs puissent aussi transférer les résultats de leurs travaux avec les enseignants et avec les étudiants. L'objectif aussi est de transformer vos programmes, les programmes dans vos universités, pour les rendre beaucoup plus flexibles, beaucoup plus modulaires, de façon à les rendre plus accessibles à un plus grand nombre d'étudiants. Les prédictions montrent qu'aujourd'hui, au mois de juin, on a atteint 40% parmi les jeunes qui ont un diplôme de l'enseignement tertiaire. D'ici 2060, on prédit qu'il y en aura 60%. Donc il faut rendre l'enseignement supérieur plus accessible, donc aussi en le rendant plus adaptable, plus modulaire, plus flexible, qui va permettre également de répondre à un public plus large, y compris les professionnels qui ont besoin de se former et se reformer, qui ne sont pas forcément intéressés par tout un programme, mais par un module précis. Donc là, on est très content parmi les alliances de voir que certains se sont vraiment mobilisés là-dessus, de façon à ce que chaque étudiant puisse développer son parcours à la carte, alors un parcours qui peut être plus ou moins fléché, de façon à ce que vos étudiants puissent étudier dans différents pays, dans ceux qui feront partie de votre alliance, et d'obtenir un diplôme européen reconnu partout. Donc c'est ça l'objectif de ces universités européennes, d'être structurantes, durables et d'avoir un impact systémique. Alors comme le disait Laure, c'est une réelle ambition transformative, donc on s'attend, si vous voulez, à ce que ceux qui vont candidater aient une expérience par
tous les autres instruments qui existent à travers le programme Erasmus, les partenariats stratégiques, les alliances de la connaissance, Erasmus Mundus. Vos établissements auront besoin de toute façon de tous ces projets, des projets de recherche Horizon 2020, y compris Marie Curie, EIT, etc. Le but, si vous voulez, de ces universités européennes est de pérenniser toutes les bonnes pratiques dans tous les projets européens qui s'arrêtent après 3 ans. Mais l'objectif de ces alliances, c'est qu'elles ne vont pas s'arrêter après 3 ans. Elles sont là pour durer, minimum 10 ans, et de rendre durable, pérenniser, rendre systémique toutes les bonnes pratiques mises en œuvre dans tous les autres projets, au sein d'une faculté, etc., mais que les autres facultés puissent en bénéficier aussi, et de façon à ce que ce ne soit pas seulement 5 ou 10% de votre corps étudiant ou votre corps enseignant qui puisse en bénéficier, mais que ce soit 100%. C'est-à-dire que toute votre université se transforme. Alors c'est très ambitieux, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va se faire étape par étape. La route ne va pas être toute droite, elle va être sinueuse, mais on va être là pour vous accompagner, avec les ministères. On sait que ça ne va pas être facile, on sait qu'il y aura des barrières sur la route, mais c'est pour cela, avec les ministères, qu'on va vous accompagner. Donc on va organiser le 7 novembre à Bruxelles un kick-off de toutes les alliances qui ont été sélectionnées. Alors, je voudrais féliciter ceux parmi vous qui ont été sélectionnés. Ceux qui ne l'ont pas été, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de perdants. Il y a seulement des gagnants et des futurs gagnants. Il va y avoir des appels chaque année. Donc, je vous invite à recandidater en se basant sur le feedback que vous aurez reçu des experts, et ceux qui n'ont pas encore candidaté, à vous y joindre progressivement quand vous sentirez que vous y serez prêts. Donc notre but le 7 novembre, c'est d'abord de rassembler les 17 alliances tout ensemble. Je crois qu'elles ont beaucoup à apprendre les unes des autres. Elles se complètent très bien. Et ensuite également de partager ce qu'elles ont prévu de faire avec l'ensemble de la communauté de l'enseignement supérieur en Europe et au-delà. Donc on va avoir des échanges aussi avec les ministres, et l'après-midi nous vous présenterons, donc nous aurons des tables rondes avec elles, et nous vous présenterons également le deuxième appel qui sera présenté cet automne. Et puis le lendemain, il y aura un conseil européen avec l'ensemble des ministères de l'enseignement supérieur et des ministères des finances. Alors je sais, beaucoup d'entre vous m'ont dit que 5 millions d'euros, ce n'est pas beaucoup pour une telle ambition, pour transformer l'ensemble de votre université, c'est vrai. C'est pour cela que nous avons mobilisé l'ensemble des ministères, et certains d'entre vous ont peut-être vu, en Allemagne, j'ai compris que l'appel vient de sortir du ministère allemand pour supporter leurs universités. Celui en France devrait sortir bientôt. Donc il y a des sources de financement via le ministère, il y a des sources de financement partout à travers les différents programmes européens également, mais notre objectif est de mobiliser également les ministres des Finances de façon à ce qu'ils supportent également plus de moyens pour les prochains programmes européens. Donc vous voyez que l'engagement au niveau politique est très important, on a un mandat très clair, et maintenant il en revient à vous, les universités, de transformer cet essai, je dirais. Quand on discute avec les ministères, avec les directeurs généraux de l'enseignement supérieur, quelle est votre vision de l'université du futur ? Ils disent, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir qu'elle soit plus flexible. Mais après, ce qu'ils attendent de cette initiative des universités européennes, c'est justement de piloter, de voir, de tester des idées, des initiatives que vous avez. Donc voilà, tout est en votre main maintenant pour transformer l'essai. Et comme je disais, on sera là pour vous accompagner. Et voilà, je vais laisser la parole maintenant pour un exemple concret d'un modèle. Je voudrais dire qu'il n'y a pas un modèle à ces universités européennes. Souvent, on nous demande alors, mais qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qu'il faut que je démontre pour le deuxième appel ? Il n'y a pas de solution miracle qui marche. Et j'espère que Rosé va vous démontrer que ce qui marche, c'est proposer une vision unique qui fait du sens avec qui vous êtes, avec votre histoire. Alors voilà, je vais te donner la parole. Merci beaucoup. Notre projet, c'est, comme c'est dit, c'est l'Université européenne de la mer qui s'encadre dans cette initiative quand nous avons entendu sur elle. En fait, on s'est senti très fiers que l'Europe change son avis
on déplace un peu l'économie et met l'éducation, la culture aussi dans les centres de la création de l'identité européenne. Et ça a été facile à s'engager en un tel projet parce qu'en fait, c'est un projet qui s'encadre dans les centres de l'Europe, de la vieille Europe, mais dans les bons centres de la vieille Europe, la Europe humaniste dans laquelle les personnes et l'éducation ont une place importante. C'est pourtant que c'était facile à faire. Alors, comme dans notre cas, comme dans le cas de toutes les universités qui ont appelé dans cet appel d'offres, nous voulons développer des curriculums des étudiants qui soient personnalisés, qui permet les étudiants de développer un diplôme européen, basé sur la mobilité, pas seulement sur la mobilité des étudiants, mais aussi sur la mobilité des enseignants et sur la mobilité des personnels administratifs, qui est quelque chose qui n'est pas en fait très développé dans nos universités. Tout ça pour arriver à un campus européen dans les 3 niveaux, licence, master et doctorat, dans lesquels nos universités se proposent gérer les nouveaux défis que nous allons trouver dans le chemin, avec la construction des équipes d'étudiants, enseignants, chercheurs internationaux qui adressent les défis des futurs et qui permet à nos universités d'être un modèle pour des autres universités qui vont arriver après. Et à long terme, comme vous savez, l'idée c'est d'arriver à une gouvernance commune dans laquelle, dans cette gouvernance, nous gérons les stratégies communes qu'on va avoir avec les objectifs partagés pour les universités, la vision commune qui devient dans un statut européen. Alors, comme vous savez, dans ces premiers appels d'offres, 114 universités ont été élues, appartenant à 24 États membres de l'Union européenne, plus la Norvège. Mais seulement 7 pays sont engagés comme pays coordonnants des universités. Entre les universités avec plus d'universités avec succès, c'est la France avec 16, comme on s'est dit ce matin, l'Allemagne avec 15, l'Italie avec 12 et l'Espagne avec 11. Et 7 pays sont en train de coordonner ces universités européennes. C'est 6 à la France, 3 à l'Espagne, 3 à l'Allemagne, 1 à l'Hongrie, 1 en Belgique et 2 aux Pays-Bas, 1 à l'Eslovénie. Dans le cas d'Espagne, comme je vous dis, il y a 11 universités qui ont été élues, qui ont eu du succès dans ces projets, concentrés sur 4 régions et 5 villes. C'est en Catalogne, 4 universités de Barcelone, à Madrid, 3 universités de Madrid, 2 à Valence. L'une d'eux, c'est la seule université privée qui a été dans les consortiums élus, et des universités à l'Andalousie, un à l'université de Grenade et l'autre c'est l'université de Cadiz, c'est notre université. De ces 11 universités, il y a 3 qui coordonnent les projets, c'est l'université de Barcelone, l'université de Grenade et nous, l'université à Cadiz. Alors, comment on a démarré ces projets? Ces projets, on l'a démarré, avant, en faisant un peu l'histoire. Nous, à l'université de Cadiz, on est une université clairement spécialisée sur les études et la recherche autour de la mer. Ça, c'est clair pour notre histoire, notre secteur socio-économique, notre spécialisation régionale et locale.
Et nous avons eu une expérience nationale, mais aussi internationale. C'était le programme de campus d'excellence qui a lancé le ministère espagnol, dans lequel l'Université de Cadiz a géré un campus d'excellence. C'était le campus d'excellence international de la mer, CEIMAR, dans lequel nous avons travaillé en coordination 7 universités, 5 du sud de l'Espagne, une université de Portugal, une université du nord du Maroc, et 7 institutions de recherche, avec les plus importants, les CSIC et d'autres institutions de recherche qui ont des instituts et des rappels des spécialisations aussi autour de la mer. Alors, ce campus d'excellence internationale de la mer a été, dans notre cas, l'embryon pour décider appeler dans cet appel d'offres. Et quand on a pensé à cette initiative, les premiers contacts que nous avons faits, c'était les contacts qui étaient les logiques. C'était les contacts avec l'Université de Bretagne occidentale à Brest, parce que c'est une université comme nous, avec en liaison avec la mer très claire, en spécialisation avec la mer très claire. En fait, c'est aussi une université avec laquelle nous avons beaucoup d'échanges en Erasmus. Il y a 30 ans que nous avons des échanges. Et ce sont, je crois que pour l'Université de Brest, de Bretagne occidentale, et pour nous, à Cadiz, c'est l'université partenaire avec laquelle nous avons plus des échanges d'il y a longtemps. En fait, la ville de Brest est jumelée avec la ville de Cadiz et il y a beaucoup de rapports, beaucoup d'histoires communes qui faisaient logique faire les premiers contacts. Quand nous nous sommes déplacés, j'étais nommé en mai de 2018 et en juin, on s'est déplacé avec un autre collègue. On avait ensemble, en fait, à ce moment-là, un projet européen, Escolamar, qui était un peu le lien, et on s'est déplacé, on a fait une réunion et on a constaté qu'on était vraiment dans les mêmes histoires, qu'on avait les mêmes objectifs, et on a décidé de commencer à démarrer ensemble ce projet. Et il avait beaucoup de rapports aussi avec l'université de Kiel en Allemagne. Brest se jumelait aussi avec Kiel. Alors, on a fait un noyau central qui était un noyau entre l'université de Cadiz, l'université de Bretagne occidentale et l'université de Kiel. Alors, on a continué notre pèlerinage et on a cherché des universités avec un même esprit, avec une même ambition. Et on a contacté avec l'université de Gdańsk en Pologne, l'université de Split en Croatie et l'université de Malta. La plupart des universités sont des universités jeunes. Nous, cette année, on va faire 40 ans. Brest, c'est 48. Split, c'est 40 quelques. Les plus anciens sont l'université de Kiel, qui est beaucoup plus ancienne, de 1600 quelque chose, et l'université de Malta. Mais la plupart sont des universités jeunes, axées sur la mer, avec à peu près la même taille. Nous sommes des universités moyennes, avec entre 20 000 et 25 000 étudiants. La plus petite, c'est l'université de Malta, qui a à peu près la moitié. Alors, des choses en commun, mais aussi des choses différentes. Il y a des États anciens dans l'Union européenne, des États fondateurs, après l'Espagne s'est incorporée, et on a le deuxième État à entrer à la communauté, c'est la Croatie, qui est entrée en 2013. On a des pays avec une grande taille, avec beaucoup de population, des pays tout petits, avec un micro-État comme Malta. Alors, il y a des choses en commun, il y a des différences, et surtout, il y a une diversité européenne.
Une chose qui est aussi importante, c'est que nous on rejoint toute l'Europe depuis la périphérie. Et ce concept de périphérie, c'est aussi important, parce que souvent la périphérie reste dehors, les lieux où bougent, où se décident les choses. Et dans ce cas, la périphérie, c'est très important, parce que la périphérie, c'est la côte. Et nous, à l'Europe, 23 des 28 pays ont ligne côtière. Et dans la côte, on habite la moitié de la population d'Europe et on produit la moitié des produits intérieurs bruts de toute l'Europe. Et c'est en fait l'Union européenne, la partie du monde avec plus de lignes côtières, 7 fois plus que les États-Unis, 4 fois plus que la Russie. Alors, la mer, c'est vraiment important. C'est pour ça que nous avons ces devises, ces slogans de vivre d'une façon durable avec la mer, pour la mer et de la mer. D'accord. Oui. Et en plus, tous ces membres, ces partenaires, nous avons aussi des partenaires associés dans les différentes universités et qui rejoignent des campus d'excellence, Seymar à Cadiz, qui est un campus, comme je vous dis, dans lequel, en plus des entreprises, des universités, des centres de recherche, il y a aussi des entreprises, aussi des pôles de la mer d'Evreux, le campus de la mer d'Evreux, les institutions de la recherche axées sur la mer dans les 6 universités. Et il y a aussi le compromis de participer des mairies, dans le cas de Cadiz, les 4 mairies des villes dans lesquelles le campus de l'Université de Cadiz est placé, et les conseils régionaux. Il y a aussi, en plus des systèmes de recherche, des agences régionales et nationales, et il y a aussi des conseils des étudiants qui sont dans les projets où sont établis. Et dans le cas de l'Université de Bretagne et de l'Université de Kiel, sont en train d'établir les réseaux des étudiants Erasmus qui vont être coordonnés et vont participer aussi ensemble dans nos projets. Bon, quand on a démarré le projet, on avait clair que si on voulait avoir du succès, on devrait préparer un projet dans lequel toute l'université se sent participant, se sent incorporé. Et ce qu'on a fait, c'est dans toutes les universités un projet d'en bas à nous, un bottom-up. La première chose qu'on a fait dans les différentes universités, c'est convoquer les différents groupes qui forment nos universités, et on a eu des réunions avec des étudiants, on a eu des réunions avec les personnels administratifs et techniques de nos universités, les enseignants, les chercheurs, les responsables des diplômes, de licences, de masters et des programmes de doctorat, tous les acteurs qui vont être impliqués en fait pour mettre en place les projets. Et une chose qui était vraiment utile de faire avant rédiger et écrire les projets, c'est aussi de faire une enquête ensemble dans tous les pays, dans toutes les universités, dans les 6 universités, la même enquête dans les 6 langues de nos universités, et dans laquelle nous avons demandé ces différents
acteurs de nos universités sur la mobilité, parce que pensez, la mobilité est dans le cœur de ces stratégies et on pense à augmenter la mobilité par 10, peut-être. Ça veut dire qu'on va aussi augmenter par 10 peut-être les problèmes et les variés que nous avons. Alors, cette enquête, dans l'enquête, nous avons demandé par rapport aux langues, la maîtrise des langues, nous avons demandé à ceux qui ont parti en mobilité pourquoi ils sont partis, quelles sont les motivations, pourquoi ils sont élus en tel pays ou en telle université, quels sont les variés qu'ils ont trouvés ou les problèmes qu'ils ont trouvés avant, pendant et après la mobilité. Et pour ceux qui ne sont pas allés en mobilité, nous avons demandé quels sont les problèmes et les barrières qui, eux, ils ont trouvés pour ne pas aller en mobilité. Et comme je vous dis, nous avons reçu une information qui était vraiment de l'or pour construire les projets. Et dans les cas des étudiants, il y a une partie très importante qui nous a lancé l'information qu'il y avait des problèmes économiques réels qui faisaient impossible pour eux de partir parce que les bourses et l'argent Erasmus n'étaient suffisants pour aller dans certains, surtout dans certains pays. Et il y a des familles qui doivent payer à l'avance les logements dans des résidences et tout ça, et ils ne peuvent pas le faire. Alors, c'est pas, il y a des choses à faire pour améliorer l'inclusion du programme. Et dans les cas des personnels, des enseignants et des personnels administratifs, on a trouvé qu'il y avait aussi des problèmes, problèmes personnels et familiales pour aller en mobilité. En particulier pour les femmes dans un certain âge, entre les trentaines et les 45 ans, pour des motifs familiaux, la plupart ont des gamins, et c'était difficile. Et cette information nous a permis, par exemple, de proposer un programme pilote de mobilité en famille. Mobilité en famille, pas vacances en famille. Pas vacances en famille, mobilité en famille. Parce que ça peut permettre, surtout ces femmes qui ne partent pas en mobilité, d'y aller. Et ça peut nous permettre aussi de travailler avec une deuxième génération, les gamins qui partent. Quand les gamins ils partent très jeunes à l'étranger, ils deviennent internationaux beaucoup plus avant. Alors, ce n'est pas ambitieux, c'est un tout petit programme pilote pour voir comment ça marche, mais ça pourrait être une bonne idée. Bon, dans notre cas, nous sommes 6 universités, nous avons divisé notre travail en 6 groupes de travail et en 6 lots de travail, dans lesquels chaque université est engagée et est responsable dans de ces groupes de travail et paquets de travail. Les 6 groupes de travail sont éducation, c'est un paquet de travail qui est coordonné par l'Université de Cadiz. Recherche, développement, innovation, c'est l'Université de Kiel. Mobilité, c'est l'Université polonaise. Qualité et éthique, c'est l'Université de Split à Croatie. L'identité, c'est l'Université de Malte qui va gérer. Et divulgation, c'est l'Université de Bretagne occidentale qui est en charge. Et en plus, nous avons 6 paquets de travail à développer. Les premières, c'est comme c'était obligatoire, le management du projet, que c'est à nous, à l'Université de Cadiz, à manager. Le deuxième, c'est un paquet de travail qui est destiné à nous connaître mieux et à mettre ensemble notre programme, qu'est-ce qu'on a au niveau éducatif, qu'est-ce qu'on a comme ressources, comme infrastructure, qu'est-ce qu'on a comme
modèle d'organisation avec les procédures qu'on a dans nos universités, mettre ensemble aussi les clusters de chercheurs et les principaux thématiques scientifiques qui sont prioritaires pour chaque de nos universités, et aussi les secteurs socio-économiques qui sont plus importants et puissants dans nos régions et dans nos provinces. Le troisième paquet, l'ordre de travail, a le focus sur le renforcement de l'identité à travers de la mobilité. Et nous avons proposé dans ce paquet, dans ce lot de travail, pas seulement de potentiel les mobilités académiques d'études et de pratiques, mais aussi les Erasmus culturels et les Erasmus social avec des programmes de volontariat dans lesquels vont participer ensemble les différentes universités. Et nous avons aussi proposé dans leur travail de développer des politiques d'inclusion. Nous avons un problème en Europe, c'est un problème qui vient en grande partie par la mer, c'est le problème de migration. Alors, on va développer un observatoire de migration en profitant qu'on a un centre d'excellence Jean Monnet établi à l'Université de Cadiz sur les migrations. Le quatrième lot de travail a le focus sur l'enseignement, développer un enseignement ensemble basé sur des disciplines transversales avec des pédagogies innovatrices, avec les technologies numériques, mais aussi destinées à donner réponse au monde du travail. Le cinquième lot de travail est axé sur mettre les triangles de la connaissance dans les contextes de la société, des priorités de spécialisation intelligence de nos régions, et aussi dans les contextes de l'environnement. Et dans ces cas, nous avons aussi prévu de développer un observatoire pour le développement et la croissance durable. Et le seizième, c'est la durabilité et la diffusion de notre projet. Il y a du temps? Non. Alors, après, il y a des problèmes, je vais laisser là. On a identifié aussi des problèmes internes dans nos consortiums, des problèmes externes et des risques que nous allons faire face, et des problèmes qui sont à la fois internes et externes. Et je vais finir parce que nous sommes très fiers d'avoir été élus dans ces premiers appels d'offres, et nous sommes très fiers des commentaires que nous avons reçus dans l'évaluation. Et c'est ça, il y aura des problèmes, mais il y aura aussi beaucoup d'opportunités pour développer un projet dans lequel, comme je vous dis, il y a beaucoup d'enthousiasme. Nous sommes très fiers que cet enthousiasme que nous avons, toutes les universités qui avons participé tout ensemble pour rédiger ces projets, a été reçu, a été perçu pour les évaluateurs et pour l'Europe. Et je suis sûr qu'on va les transmettre pendant le développement du projet. Merci. Voilà, merci beaucoup pour votre fierté et votre enthousiasme communicatif pour ce projet d'université européenne. Je voudrais dire aussi que la CPU avait eu aussi la prescience que cette alliance serait labellisée, puisque vous aviez été invité, et on comprend mieux aussi par rapport à la qualité du projet et comment ce projet vient de loin.
Ça a été dit tout à l'heure à 14 heures, l'université labellisée ont souvent plus de 4 projets sur des axes différents de la commission. Donc on voit que c'est un projet qui vient de loin. Et on associe aussi Mathieu Gallou, président de l'Université de Bretagne occidentale, et donc aussi avec vous sur ce beau bateau d'université européenne. Je voulais aussi vous indiquer que demain, pour l'université européenne, comme je vois que le temps est limité, et peut-être il y a déjà des questions qui sont arrivées, mais si vous en avez d'autres, je propose que vous les gardiez aussi, puisque demain, nous allons, de 14 heures à 16 heures, nous avons fait une réunion spécifique sur l'université européenne. Ça pourrait être l'occasion de revenir sur qui a été choisi, quand, pour le calendrier pour la deuxième phase, qu'est-ce qu'on attend, combien, comment. Donc un deuxième rendez-vous spécifique sur l'université européenne. Et je vous remercie en fait justement pour votre présence demain, donc aux côtés de Laurent Buisson, voilà, pour répondre à toutes les questions des intervenants. Donc nous avons déjà des premières questions, alors justement sur les universités européennes. Là, nous avons une université européenne thématique. Ce n'est pas je ne pense pas que ce soit la généralité sur la mer, avec aussi toute cette histoire. Je vous laisse la parole sur justement, y a-t-il un modèle, comment Internet ont retenu, des typologies transfrontalières, thématiques? Alors en fait, elles ont été retenues simplement sur les 5 critères publiés dans l'appel. Il n'y a pas de critères additionnels par rapport à ce qui a été dans l'appel. Donc comment elles ont été retenues? C'est d'abord la vision. Est-ce que leur vision du futur, dans 10 ans, ont convaincu les experts qu'elles étaient transformatives, avec un impact structurel et systémique? Et j'ai beaucoup insisté là-dessus, parce que ça n'a pas toujours été bien compris par les candidatures. Et c'est quelque chose sur lequel nous allons insister, mieux expliquer peut-être dans le prochain appel. Donc, ce qui est important, c'est pas forcément la vision d'arrivée, mais c'est la vision, c'est où les universités sont au départ, donc le point de départ, et le point d'arrivée dans 10 ans. Donc, c'est ça qui nous intéressait et auquel les experts ont regardé. Et puis ensuite, c'était comment ils vont mettre en œuvre, qu'est-ce qu'ils vont faire pour mettre en œuvre, mettre en pratique cette stratégie. Et là encore, certains étaient plus matures que d'autres. Je dirais que ce qui a fait la différence entre ceux qui étaient à plus de 80 points et ceux qui étaient en dessous, eh bien, ceux qui avaient plus de 80 points, c'est ceux qui étaient vraiment matures pour mettre en œuvre cette stratégie. Voilà, et à travers ça, eh bien, il y en a qui sont plus thématiques, d'autres moins thématiques. Ça dépend, ça dépend par rapport à leur histoire, et je crois que c'était très intéressant d'écouter justement votre histoire. Qu'est-ce qui vous a amené à cela? C'est vrai que cette université des mers fait parfaitement du sens quand on voit tous vos partenaires, et la mer est un enjeu transdisciplinaire. Et ça, c'est très intéressant d'avoir justement les différentes disciplines qui vont regarder ensemble à ces enjeux communs. Donc voilà, la thématique ou la non-thématique, être compréhensif ou pas, c'est pas le critère de sélection. Merci beaucoup. Et dans la préparation, il y a 2 adjectifs que vous aviez utilisés. Il faut vraiment que les projets soient structurants et systémiques. Quand vous avez évoqué, ce n'est pas un projet qui doit concerner 1, 3, 5% des étudiants, mais c'est un projet structurant, c'est un processus, et nous le verrons dans les 5 à 10 ans, mais nous aurons aussi une question sur comment est-ce qu'on peut mesurer justement ces objectifs. Mais j'ai bien retenu ces 2 termes clés. Ce n'est pas un projet européen qui se rajoute dans une liste de projets européens sur lesquels sont nos universités. C'est un projet qui vise finalement à intégrer, et je crois que cet exemple-là de votre Université de la Mer est, de ce point de vue-là, extrêmement bien choisi. C'est un projet intégratif, et je crois que vous allez justement dans les facultés pour que à tous les niveaux, au plus bas niveau comme au plus haut niveau, le projet soit porté. Alors, nous avions la vision. Il y a aussi des questions sur les moyens. C'est une question récurrente aussi à la CPU. Voilà, comment est-ce qu'on peut financer la mobilité qui permet à un étudiant de préparer des semestres ou des formations, s'appuyer sur divers établissements. Nous l'avons vu, il y a des moyens, mais ils ne suffiront pas. Bon, il y a une question sur les droits. Et j'avais aussi une question sur le coût de la carte étudiante, parce que vous nous avez aussi indiqué qu'il y avait aussi cette carte étudiante
qui est aussi interopérable avec les cartes des établissements. Voilà, c'est cette question en fait des moyens associés à cette politique. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais commencer par les universités européennes. Alors, effectivement, la mobilité, elle a un coût. Alors, en fait, chaque université reçoit des financements de par leurs agences nationales pour financer leur mobilité à travers l'action Clé 1. Donc ça, c'est la première source de financement pour cela. En plus des financements régionaux, nationaux, locaux, il y a également les fonds structurels qui peuvent également abonder en ce sens pour cette mobilité. Et puis, il y a également vos différents ministères. Alors, je ne sais pas à quoi va ressembler l'appel que va lancer le ministère français, mais je sais qu'à un moment donné, ils avaient justement comme objectif de justement aider à financer aussi cette mobilité. Et puis, il y a aussi, si vous voulez, cette mobilité, il y a plein de formes de mobilité différentes, comme je le disais. Elle peut prendre différentes formes. Ce n'est pas seulement une mobilité de 3 à 6 mois, mais ça peut être des mobilités plus courtes. Pour autant, l'objectif, c'est vraiment faire coopérer les étudiants, les chercheurs et les académiques ensemble par rapport à des projets sur des défis transdisciplinaires, des défis des enjeux sociétaux. Et ça, avec les technologies d'aujourd'hui, il y a moyen de coopérer sous plein de différentes formes. Donc voilà, il faut être un petit peu inventif, créatif. Je sais qu'il y a une alliance portée par Rennes qui est vraiment focalisée là-dessus, sur l'université digitale. Et je suis sûre qu'ils pourront partager ces bonnes pratiques avec l'ensemble des alliances. Ah bah oui, tu pourrais en dire plus, t'en fais partie. Et puis alors, ensuite, le coût de la carte étudiante européenne. Alors, nous avons des projets européens qui ont développé ce qu'on appelle des API. Donc, le coût, ça dépend du système de l'université. Celles qui, en fait, utilisent un système d'information commercial type MoveOn, etc., ils vont intégrer tous les API des projets européens. Donc là, 0 coût pour l'université. Pour celles qui n'ont aucun outil, on a développé les outils pour elles avec un dashboard. Donc là, 0 coût. Là où le coût peut être le plus élevé, c'est pour les universités qui ont développé leur propre système informatique. Mais pour cela, on a mis, voilà, c'est disponible sur des plateformes, les différents API pour les techniciens qui connaissent ça. Et ensuite, donc, c'est à eux de connecter leur système à cela. Donc ça, en fait, c'est un certain nombre d'heures, je dirais, d'une personne à l'université pour s'y connecter. Merci beaucoup. Et vous disiez aussi, c'était lors de la préparation, que pour certaines des bonnes pratiques, on a parlé de carte université européenne ou d'aide, l'ensemble des universités européennes pourront elles-mêmes, j'allais dire, faire cet essaimage, et qu'au sein de l'université ou au sein des universités, il pourrait y avoir ce transfert des bonnes pratiques. On a parlé de la carte européenne, on parle aussi d'autres pratiques. L'objectif, c'est que ça irrigue l'ensemble de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est un processus qui est lancé. Voilà. Et alors, justement, en termes de processus, et là, je me retourne vers notre collègue, maintenant, on a toujours des jalons, des indicateurs. Alors, pour vous, par rapport à votre vision, quels vont être vos jalons, vos indicateurs, pour vous dire, comme ça, au bout de 3 ans, ça y est, le projet est bien lancé, des objectifs quantitatifs, qualitatifs? Bon, on a introduit beaucoup d'indicateurs dans les projets, mais il y a des indicateurs qui vont être très clairs sur l'augmentation de la mobilité entre nos universités, et les nombres de projets de recherche ensemble qu'on va développer, ce sont des indicateurs, les nombres de titres, de diplômes ensemble qu'on va faire mettre en place, et surtout parce que en fait 3 ans c'est très court, très court. Et je crois qu'il faut travailler bien le long terme. En fait 3 ans ça donne pour se connaître.
pour se connaître. Mais il y a des universités dans les différentes alliances qui ont beaucoup plus de rapports, mais il y a d'autres avec lesquelles on n'a pas de rapports. Ça va être... En fait, avec ce qu'on a eu des rapports à l'avance, on va augmenter absolument les rapports, mais ce qui est aussi très important, c'est qu'on va faire des rapports avec des autres universités avec lesquelles on n'avait pas des rapports à l'avance. Et ça, avec différents pays, différentes tailles, différents états socio-économiques dans le local. Alors, ça veut dire qu'on va travailler vraiment sur l'inclusion dans l'Europe. Nous, en fait, on a voulu transmettre que c'est ça qu'on va travailler ensemble, les 6. Et en fait, les budgets, on l'a divisé en 6 parts. Seulement les coordinateurs un peu plus pour la coordination, mais on a voulu transmettre que tout le monde va s'engager. Et même, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes, l'argent à l'Allemagne, ce n'est pas les mêmes qu'en Croatie. Mais la situation en Croatie aussi avait besoin probablement de plus d'argent pour arriver au niveau dans lesquels sont les universités à la France, à l'Allemagne. Alors, on a voulu, en partageant l'argent d'une façon équitative aussi, faire inclusion dedans l'alliance et pas utiliser les universités périphériques ou moins comme des universités pour avoir un critère, mais vraiment pour avoir un critère de collaboration et de faire des choses ensemble. Et c'est ça on doit le faire dans 3 ans, mais l'histoire, c'est pas 3 ans. L'histoire, c'est à long terme. Non, effectivement, c'est très important et c'est pour ça que c'est important de comprendre que ce n'est pas un projet classique pour 3 ans, mais c'est une vision à long terme. Et c'est pour cela qu'après 3 ans, l'agence exécutive et les experts vont évaluer l'état d'avancement de cette mise en œuvre de cette stratégie. Et s'ils confirment l'essai, je dirais, alors ils pourront recevoir du financement additionnel dans le cadre du prochain cadre pluriannuel sous Erasmus, mais avec des synergies avec d'autres programmes européens pour 4 années supplémentaires avec, on l'espère, plus de budget. Merci beaucoup et merci aussi pour la vision inclusive. On le voit dans votre témoignage. C'est aussi une université européenne inclusive que vous portez. Alors, nous n'avons plus de questions sur la tablette. Y a-t-il des questions, témoignages? Laurent Chambaud? Je suppose qu'il y a d'autres universités autour qui s'occupent de la mer. Est-ce que c'est vraiment focalisé sur les 5 partenaires que vous avez? Est-ce que vous avez fait un cercle un peu plus large d'autres universités qui pourraient être intéressées? En gros, comment vous fonctionnez? Parce que il y a le noyau dur des 5 universités, il y a beaucoup d'autres partenaires de recherche économique, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres universités qui sont dans une sorte de deuxième cercle ou pas? On ne peut pas démarrer avec beaucoup d'universités. Nous croyons que 6, c'était un numéro. En fait, on avait contacté d'autres universités en Lituanie et tout ça, mais à la fin, on a décidé de rester à 6. Mais comme on a dit, c'est quelque chose à long terme. Et à long terme, l'idée, c'est aussi être un modèle qui peut permettre rejoindre notre université à d'autres universités qui ont les mêmes esprits, les mêmes ambitions et les mêmes... nous, en fait, on pense aussi... ici, on a parlé beaucoup de la Chine, des pays asiatiques. Mais nous, dans notre alliance, nous savons aussi des partenaires naturels. L'Espagne, nous avons une langue commune avec toute l'Amérique latine. Et notre université peut être un lien pour cette Amérique latine.
pour faire arriver les étudiants. Et la France, avec le nord et l'Espagne, le Cadiz dans les trois de Gibraltar, avec le nord de l'Afrique, tous les pays qui parlent français et espagnol. Alors, l'idée, c'est de devenir un modèle qui permet d'autres universités rejoindre. Mais maintenant, il faut rester réaliste. Rachid ? Juste, c'est vrai que dans le cadre de ces appels à projets, effectivement, il se dégage peut-être deux cas de figure. Soit il y a effectivement, on va dire, un champ thématique suffisant qui permet à des universités de se positionner sur ces champs thématiques, donc des universités qui ont effectivement un poids important. Soit, quand ce n'est pas le cas, il faut effectivement se spécialiser. Donc entre ces deux, c'est vrai que c'est difficile de trouver sa voie. Et ma question, c'est à force de se spécialiser, là, effectivement, à Brest, la mer, c'est évident que c'est, on va dire, un élément qui fait partie de l'ADN de l'université, à Cadix, à Kiel. Mais est-ce qu'à force, on risque pas effectivement de se surspécialiser, et comment vous gérez les autres disciplines, je ne sais pas moi, le droit, les sciences humaines et sociales autour d'autres problématiques, à force effectivement de faire émerger des pics comme ça, fortement soutenus par rapport à d'autres qui le sont moins, sachant que les enseignants-chercheurs sont tous les mêmes en dehors des thématiques qui les définissent. Ça, c'est une très bonne question, parce que en fait, quand on pense à la mer, souvent on pense à la biologie marine et à l'océanographie. Ce n'est pas vrai. En fait, autour de la mer, il y a beaucoup de disciplines. Les sciences de la santé, les sciences humaines, les sciences sociaux, il y a le tourisme, il y a les ingénieries, il y a beaucoup de choses autour de la mer. Mais ça c'est un point de partie. Il y a beaucoup de domaines scientifiques, disciplines scientifiques qui vont travailler autour de la mer. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas dans ces domaines. Mais ça, c'est l'idée. On va se connaître, et on va se connaître, et on va connaître ce que nous avons déjà analyser qui en a en commun, mais aussi on aura l'opportunité de connaître aussi beaucoup d'autres interactions qui vont agir et qui vont sortir d'un coup, qui n'ont rien à voir avec la mer. Alors l'idée, c'est utiliser ces points communs que nous avons dans la mer pour établir les contacts, mais l'idée à long terme, c'est établir en fait des rapports avec les universités comme un tout, pas seulement dans les disciplines marines, parce que sinon, nous avons le risque de mettre de côté tous les gens qui ne travaillent pas autour de la mer ou dans des disciplines qui ont un rapport avec la mer. Alors, c'est l'esquisse pour nous rejoindre, c'est l'esquisse pour travailler ensemble, pour nous connaître et mettre en commun toutes les autres disciplines qui n'ont rien à voir avec la mer. Oui, non, tout à fait. Si je regarde d'autres alliances, elles ne sont pas toutes thématiques comme celle-ci. D'autres sont beaucoup plus globales. Mais si vous voulez, elles ont essayé, par exemple, de dire, voilà, nous, notre stratégie, on va mettre la priorité sur 4 grandes thématiques qui sont tellement transdisciplinaires qu'en fait, toutes les facultés se retrouvent dans l'une des 4 thématiques. Mais effectivement, c'est pour donner, voilà, dans quel domaine vous vous positionnez. C'est difficile pour une université d'être excellente dans tous les domaines. Donc, il faut faire des choix sur des enjeux qui sont suffisamment globaux pour que toutes les facultés puissent se retrouver dans cette stratégie. Aujourd'hui, par exemple, à l'UBO, on a 600 étudiants sur 23 000 qui sont en sciences de la mer. Et pourtant, le pari et l'engagement là-dedans, c'est de faire en sorte que nos 23 000 étudiants deviennent des étudiants européens. Alors, le prisme, c'est-à-dire l'angle d'attaque, forcément, et le cri de ralliement, et notamment avec Cadix au départ, puis avec les autres, c'était évidemment les sciences marines, mais Laurent parlait de la question de savoir, oui, évidemment qu'il n'y a pas seulement 6 universités avec une forte visibilité sur les sciences marines en Europe, loin de là. Par contre, si des universités qui étaient d'accord pour dire on part des sciences marines, mais on irrigue sur l'intégralité des champs de formation
et on fait des ponts de recherche à partir des sciences marines pour poser la question de la soutenabilité, pour poser la question de la durabilité, pour poser la question de l'interaction avec le climat, etc., on a l'un des partenaires, je ne vais pas dire lequel, mais qui a quand même hésité pendant de très longs mois aux yeux des autres partenaires qui attendaient la réponse pour rentrer dans ce pari-là. Et c'est pas, bon, je ne vais pas dire qui, mais c'est pas un partenaire mineur. Voilà. Et ça nous a fait des sueurs froides et d'autres partenaires importants. En fait, on finit par, potentiel, on finit par quitter la liste, tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas juste, bah voilà, on va faire un petit truc comme ça qui va nous rapporter un peu d'argent. C'était s'engager profondément. Moi, je suis en fin de premier mandat, je prépare le deuxième, on verra bien, mais le pari qu'on fait à l'UBO, c'est que ça change aussi en profondeur notre université, son fonctionnement, son organisation, la façon dont les étudiants se voient étudiants de l'UBO et aussi étudiants de CIU. Et tous, qui sont intéressés par les sciences marines directement ou pas, et pour ça, c'est vrai qu'il faut, tu disais, David, et je termine là-dessus, de l'enthousiasme. Ouais, il va en falloir, parce que mais il faudra 10 ans aussi. Pendant 3 ans, c'est pas faisable. Mais... Merci, mais vous avez de l'enthousiasme. Hein. Donc, merci. Y a-t-il une dernière question, un dernier témoignage? Non? Bah, écoutez, écoutez-moi, nous allons remercier chaleureusement nos intervenants. Merci à vous.